Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va enchaîner avec une autre leçon dans le cadre de notre travail du soutien. Donc la première chose à dire c'est que je veux demander pardon bien sûr à cause d'un problème de connexion internet chez moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu enregistrer cette vidéo. Donc bien sûr autant qu'un live. Et j'ai opté pour cette technique, donc je vais enregistrer la vidéo et après je vais la partager avec vous. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est une initiation à l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc on va travailler de manière générale, donc on va essayer de accumuler des informations générales sur l'œuvre de La boîte à merveilles. Les axes de notre présentation, ce sera des informations sur l'auteur d'abord, Ahmed Sfraoui, par la suite des informations sur l'œuvre, et donc ce sont deux axes primordiaux sur lesquels on va travailler. On commence par les informations sur l'auteur. Donc Ahmed Sfraoui, faites attention lorsque vous êtes devant une question sur donc le nom et le prénom de l'auteur. Il faut mettre donc le nom et le prénom. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain né en 1915 à Fès. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Donc on va expliquer cet élément par la suite. Donc, il y avait une école donc, littéraire, donc un courant littéraire qui s'appelle la littérature marocaine d'expression française. Donc ce sont donc des auteurs d'origine ou de nationalité maghrébine, ça veut dire soit des auteurs marocains, algériens ou tunisiens. Mais bien sûr publiant des œuvres, ils écrivent en utilisant la langue française. Passionné de patrimoine, donc Porat, donc c'est un auteur qui adore tout ce qui est culturel, tout ce qui appartient au patrimoine. Il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de Fès. Puis à la direction du tourisme à Rabat, il sera à l'origine de la création de nombreux musées, donc le Matahif, comme Batha, Oudaya et Bab Rouh. Il est mort en mars 2004. Donc les informations générales sur l'auteur, les informations les plus importantes. Donc vous avez le nom et le prénom, vous avez la date de naissance, vous avez le lieu où il est né, et vous avez aussi le Coran ou l'école littéraire à laquelle il appartient. Et vous avez la date de sa mort. On passe maintenant à ses œuvres. Donc les œuvres de l'auteur, c'est parmi les questions qu'on peut les trouver dans le cadre du premier tableau des questions de compréhension et de langue. Donc parmi ces œuvres, vous avez le chapelet d'ambre, donc publié chez Le Seuil en 1949. Vous avez La boîte à merveilles, donc notre roman autobiographique étudié, publié en 1954. Et vous avez La maison de servitude, publié en 1973. Et vous avez Le jardin des sortilèges, publié en 1989. Donc ce sont quelques œuvres de notre auteur Ahmed Sfraoui. Vous pouvez donc se rappeler ou se souvenir de deux œuvres seulement. Donc vous avez déjà La boîte à merveilles. Vous ne pouvez pas la citer dans le cadre de la question. Si vous avez une autre œuvre du même auteur, vous ne pouvez pas mettre La boîte à merveilles. Donc on vous demande de donner une autre œuvre. Par exemple, vous pouvez mettre Le chapelet d'ambre et Le jardin des sortilèges, ou Le chapelet d'ambre et La maison de servitude, c'est comme vous voulez. Maintenant, des informations sur l'œuvre. Le titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Donc La boîte à merveilles, donc c'est un groupe nominal qui se compose d'un nom et de son complément. Lorsqu'on dit une boîte, bien sûr, à merveille, donc par rapport à l'œuvre, c'est une boîte métallique qui appartient au narrateur personnage Sidi Mohammed, où il y a des objets qui sont hétéroclites, donc banals, qui n'ont aucune valeur. Mais pour qui? Pour l'entourage de Sidi Mohammed, pour sa mère, pour sa famille, pour son père, pour ses camarades. Donc des objets usés, des objets banals, par exemple, il y a des clous, des boutons, et ainsi de suite. Mais pour Sidi Mohammed, donc c'est une boîte qui contient des merveilles. Il a qualifié ces objets-là, qui n'ont aucune valeur,
il les a qualifiés par des merveilles. Ça veut dire qu'il appartient au monde merveilleux. Ça veut dire que Sidi Mohammed aime ces objets-là. Elle imagine que ces objets-là sont des êtres animés. Ce sont donc des objets qui ont une grande valeur chez lui. Notamment, ce sont ses seuls amis, comme on va découvrir. L'auteur, bien sûr, c'est Ahmad Sfraoui. Il est né en 1915, mort en 2004. La date d'écriture, donc il faut faire une distinction entre la date d'écriture et la date de publication. La date d'écriture, c'est 1952 et la date de publication, c'est 1954. À partir de la date de publication ou de la date d'écriture, on peut préciser le siècle, le qarn. Donc c'est le 20e siècle. Et vous avez l'époque. Et je veux ici que vous faisiez attention. Pourquoi? Parce que plusieurs élèves donc ne différencient pas ou ils ne font pas la différence entre ce qu'on appelle le siècle et l'époque. Le siècle, c'est donc le qarn. On peut le savoir à partir, bien sûr, de la date de publication ou de la date d'écriture. Mais pour l'époque, c'est l'époque des événements. On parle de quelle époque? Donc il y a des événements racontés. Donc quelle est l'époque qui est convenable ou qui se coïncide voilà, avec ces événements racontés. Donc notamment ici, dans la boîte à merveilles, vous avez le Maroc était colonisé par la France. On parle de la colonisation française ou l'occupation française. Donc, istimar français, bien sûr, on parle des années 20, 1920, 1921. On parle, bien sûr, de la période de colonisation du Maroc par la France qui a duré depuis le 1911 jusqu'à 1956. Donc là, la date de l'indépendance du Maroc. Par la suite, vous avez le genre littéraire, roman autobiographique. Et je vous demande ici de faire plus d'attention pour que je puisse vous expliquer ce que ça veut dire un roman autobiographique. Donc c'est un récit à la première personne, narrateur, personnage, distinct de l'auteur. Lorsqu'on dit un roman, le roman de manière générale, donc c'est un genre littéraire très connu dans le monde entier. Et il contient donc des personnages, il contient un cadre spatio-temporel, ça veut dire des temps et des lieux, il contient plusieurs événements organisés dans le cadre d'un schéma narratif. Le schéma narratif, on parle de la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation finale. Donc ce sont des éléments importants dans les romans. Donc pour le roman, il y a plusieurs types, il y a plusieurs registres, ce qu'on appelle les registres littéraires. Voilà. Donc vous avez des romans, par exemple, historiques, vous avez des romans fantastiques, vous avez des romans réalistes, vous avez des romans de science-fiction, et ainsi de suite. Parmi ces types-là, vous avez ce qu'on appelle le roman autobiographique. Ça veut dire quoi un roman autobiographique? Donc c'est un récit qui utilise la première personne du singulier, je. On utilise pour raconter, on utilise le pronom personnel je, qui est en même temps le personnage principal. Donc le jeu, c'est en même temps le personnage principal, c'est en même temps le narrateur, mais qui est distinct, qui n'est pas l'auteur. Donc l'auteur est différent de ces trois entités. Donc le narrateur et le personnage principal, le personnage et le pronom personnel jeu, c'est là, on parle de la même personne. Mais pour l'auteur, il est différent. Pour vous donner un exemple et pour simplifier les choses par rapport bien sûr à notre roman autobiographique La boîte à merveilles, ici, donc Ahmad Sfraoui, l'auteur, a pris quelques éléments autobiographiques. Lorsqu'on dit autobiographie, bien sûr, donc c'est quelqu'un, c'est un écrivain qui nous raconte une partie de sa vie. Il peut par exemple parler de son enfance, il peut parler de sa jeunesse, il peut parler de lorsqu'il a fait ses études. Donc il se souvient, il se rappelle d'une partie de sa vie. Soit il raconte toute sa vie, soit il raconte une partie seulement. Par exemple ici, donc on parle de la partie de l'enfant. Donc Sidi Mohammed parle de la période de son enfance. Donc l'autobiographie, qu'est-ce qu'il exige? Il exige que le narrateur soit en même temps le personnage principal, soit en même temps le jeu, soit en même temps l'auteur. Mais ici,
dans la boîte à merveilles, il y a une petite différence. Donc Ahmed Sfraoui ne raconte pas sans sa partie voilà, donc il ne parle pas de son enfance de manière précise. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques éléments de sa vie personnelle. Par exemple, le lieu de Fès. Donc Sidi Mohamed et Ahmed Sfraoui, entre les deux, il y a des points communs. Les deux sont nés où ils ont aussi vécu donc ils ont vécu leur enfance dans un quartier populaire à la ville de Fès. Donc il y a des éléments qui sont réels, qui sont vraiment passés dans la vie de l'auteur Ahmed Sfraoui. Par exemple, les lieux. Lorsqu'on dit la ville de Fès, c'est un lieu réel. Lorsqu'on dit par exemple les mausolées nommés dans la boîte à merveilles, le mausolée de Sidi Ali Boughal, Sidi Ali Boussarine, et ainsi de suite. Donc ce sont tous des lieux qui existent jusqu'à maintenant. Mais ce qui n'est pas réel, ce qui est fictif, ça veut dire qu'Ahmed Sfraoui a ajouté des éléments à partir de sa création, de son invention personnelle. Par exemple, les événements. Les événements racontés dans la boîte à merveilles, ce sont des événements fictifs. غير حقيقيين. غير من وحي الخيال ديال الكاتب. Par exemple, aussi, donc les personnages. Il n'existe pas un personnage qui s'appelle la Zubida ou Rahma, et ainsi de suite. Donc ce sont des personnages qui sont bien sûr nés de l'invention, de la création personnelle de Ahmed Sfraoui l'auteur. Pour justifier tout cela. Donc les chercheurs et donc les gens et les personnes qui sont occupés de la critique des œuvres de Ahmed Sfraoui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que d'abord, la première chose, pour dire qu'une œuvre est une autobiographie, il faut avoir une ressemblance totale entre l'auteur et le narrateur. Ici, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, mais le personnage c'est Sidi Mohamed. Il y a une différence. Donc parmi les conditions primordial de l'autobiographie, c'est ce qu'on appelle le pacte autobiographique. يعني on doit dire la vérité. ما خصش هذاك اللي يكتب السيرة الذاتية يكذب علينا في شي حاجة. أول اختلاف هو أنه يمكن خصو يقول لنا اسم ديالو الحقيقي. Donc l'auteur سميتو أحمد, tandis que le personnage principal c'est Sidi Mohamed. Donc il y a une différence. La deuxième différence, c'est que le père d'Ahmed Sfraoui, en réalité, était un meunier. الأب ديال أحمد Sfraoui كان عنده مطحنة. Donc, un meunier, c'est parmi les métiers traditionnels qui existent jusqu'à maintenant. Et, tandis que le père de Sidi Mohamed, c'est un tisserand. On va voir tout ça. Donc, c'est aussi parmi les métiers traditionnels. Donc, il y a une différence. Et, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que Ahmed Sfraoui raconte ou il nous approche de son enfance. Donc, il y a une différence entre le narrateur qui est en même temps personnage principal, qui est en même temps le pronom personnel jeu, par rapport à l'auteur. Donc Ahmed Sfraoui a mélangé, il a créé un certain mélange entre des éléments autobiographiques qui appartiennent à sa vie personnelle et des éléments fictifs à partir bien sûr donc de son invention et de sa création. Donc l'essentiel dans ce cadre-là, donc c'est bien de comprendre tout cela, c'est bien de détailler ces choses-là, mais en général, ce qui vous intéresse le jour de l'examen, lorsque vous trouvez le genre littéraire de l'œuvre, vous mettez roman autobiographique. Vous voyez? Le narrateur, c'est Sidi Mohamed. C'est un enfant de 6 ans, parfois narrateur adulte, donc il y a deux voix dans le texte. Dans le roman autobiographique La Boîte à Merveilles, vous avez Sidi Mohamed qui parle autant qu'un narrateur personnage. Parfois, il se déplace. C'est comme il fait un retour en arrière réel. Un retour en arrière réel vers son passé. Et il utilise le présent de narration. Le présent de narration, ça veut dire il actualise des faits passés. Malgré que ces événements ont déjà passé, mais qu'est-ce qu'on fait? On actualise ces faits là pour montrer au lecteur, ce sont permettez-moi l'expression, ce sont des événements frais qui ont de la fraîcheur. Donc on ressent pas que ces événements-là sont déjà passés. Donc on ressent que ces événements sont actuels, sont frais. Donc Sidi Mohamed, un enfant de 16 ans, parfois un narrateur adulte, parfois Sidi Mohamed, il parle autant qu'un
qu'un adulte. Et il jette un regard réflexif, un regard critique sur son enfance. Et ici, ça veut dire dans le cadre du narrateur adulte, il utilise des temps verbaux d'effets différents du présent de narration. On va voir tout cela dans le cadre d'une leçon sur les temps du récit parce que c'est ça, donc c'est une leçon très importante dans votre préparation des temps du récit. Ça veut dire les temps verbaux qu'on utilise pour raconter un événement, ou bien sûr pour décrire, pour exprimer une action qui se répète ou une action habituelle et ainsi de suite. On va voir tout ça. Donc la focalisation ou le point de vue. الرؤية السردية. Donc vous avez trois focalisations, vous avez interne, externe et zéro. On va les voir par la suite. Donc vous avez une focalisation interne. Pourquoi? Parce que les connaissances du narrateur, c'est du Mohammed, et en même temps, sont les mêmes par rapport aux connaissances du narrateur. Il n'y a pas une supériorité ou une infériorité par rapport aux connaissances entre le personnage principal et le narrateur. Donc ils ont la même connaissance. Vous avez aussi les temps des verbes. Vous avez l'imparfait, vous avez le passé simple, vous avez le présent de narration et vous avez les temps, donc ce qu'on appelle aussi les temps du récit. Le Coran littéraire ou l'école littéraire, c'est la littérature marocaine d'expression française et comme je viens d'expliquer, donc c'est une école littéraire qui est née vers les années 20, bien sûr, et qui était en réaction de la colonisation française des trois pays du Maghreb. Vous savez tous et toutes que la France a colonisé les trois pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Donc c'est un point commun historique entre les trois pays, vous voyez. Donc vous savez que la colonisation toujours provoque des inconvénients, donc provoque plusieurs phénomènes. Donc on parle de l'exploitation des ressources naturelles, on parle de l'acculturation de la culture marocaine, de la culture locale, on parle bien sûr de la falsification de plusieurs éléments. Donc ديما الحركات الاستعمارية فيهم تدمير. Donc comme surtout on parle de la destruction culturelle. هذا اللي كتهم احمد الصفراوي. donc التدمير الثقافي. donc كيدمروا لك اللغة ديالك, كيدمروا لك الثقافة ديالك, et ainsi de suite. C'est bien. Donc cette école littéraire était en réaction contre quoi? Contre donc les tentatives de supprimer ou d'effacer donc la culture et le patrimoine locaux des pays du Maghreb. Comment je peux corriger cette image? Comment je peux montrer aux Français que nous aussi, ça veut dire les pays du Maghreb, on a une culture riche, on a un patrimoine qui est large bien sûr et varié. Comment je peux montrer ça? Je ne peux pas montrer ça en écrivant en langue arabe. Bien sûr, la plupart des Français à l'époque, même jusqu'à maintenant, donc n'arriveront pas à comprendre donc la langue arabe. Ça veut dire je dois écrire en une langue comprise par les étrangers, par les Européens, par les Français plus précisément, pour qu'ils corrigent leurs fausses informations sur le Maroc, sur la Tunisie et sur donc l'Algérie. Donc ce sont ces fausses informations, ça vient de quoi? Bien sûr, ça vient de la colonisation française qui a tout perturbé, qui a tout supprimé, qui a tout bien sûr effacé pour qu'ils puissent bien sûr contrôler et exploiter comme ils veulent, pour qu'ils puissent exploiter donc les ressources naturelles et aussi les ressources culturelles et donc qui appartiennent à la civilisation, donc pour qu'ils puissent exploiter tout ça. Voilà. On passe. Donc c'est voilà. Donc vous avez après le Coran littéraire, ça vient le registre de langue. Ou les niveaux de langue, vous avez une langue courante, bien sûr, en s'adressant à un lecteur étranger et surtout et plus précisément un lecteur français, je dois utiliser une langue courante qui respecte les règles
de langue, donc qui respecte donc l'élément de la correction de langue, la syntaxe, le vocabulaire, ensuite. Donc je dois utiliser une langue courante, comprise par tout le monde, et qui annonce ou qui dévoile donc mes connaissances et mon savoir, bien sûr, élevé et supérieur sur votre langue. Bien sûr, on parle de la langue française. Il y a aussi d'autres Corans comme le langage familier, le langage soutenu, on va voir tout ça. Ce qui est spécifique pour le roman autobiographique La Boîte à Merveilles, c'est qu'il a utilisé des expressions et des mots donc mentionnés en arabe dialectal. Donc, pourquoi? Donc c'était de manière intentionnelle. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a des éléments, qu'il y a des cultures, qu'il y a des traditions, qu'il y a un patrimoine qu'on ne peut pas le traduire, pour les Français. Donc c'est une spécificité marocaine, c'est une spécificité donc maghrébine qu'on ne peut pas la traduire. Donc maintenant lorsqu'on dit le msid, lorsqu'on dit maintenant le hammam, lorsqu'on dit Sidi Ali Boural, lorsqu'on dit Derb Nouala, lorsqu'on dit par exemple Doum, lorsqu'on dit vous avez aussi les noms propres, Zubida, Rahma, donc Driss, le Ouad, et ainsi de suite. Donc ce sont des expressions, des noms propres qui appartiennent à notre culture. Donc c'est un élément qui était formé de manière intentionnelle pour montrer aux Français que on ne peut pas tout traduire pour vous. C'est comme on a aussi une culture riche, on a aussi une spécificité culturelle qui nous caractérise par rapport à vous, par rapport bien sûr aux Français. Le nombre de chapitres, vous avez 12 chapitres, on va les étudier Inch'Allah de manière détaillée. Vous avez la durée du récit, c'est presque une année. Donc vous avez 3 saisons, vous avez l'hiver, le printemps et l'été. Vous avez aussi donc 9 mois, bien sûr c'est presque une année. Vous avez les personnages principaux, Sidi Mohamed, sa mère, Zubida, son père Abdeslam, la voyante Kenza, Driss Ouad, Rahma, Zainab, Fatma, Bziouya, Lalla Aïcha et le frère, et vous avez d'autres personnages. Le contenu de la boîte, donc l'ami de Sidi Mohamed, l'ami merveilleux de Sidi Mohamed, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des objets ordinaires et hétéroclites, ça veut dire de différentes matières. Il y a des objets de cuivre, il y a des objets de fer, et ainsi de suite. Vous avez la fonction de la boîte. Il permet aux petits enfants de s'évader, de fuir, de s'éloigner du monde réel. Donc Sidi Mohamed ressent qu'il est isolé, qu'il est seul. Donc c'est le caractère le plus important chez Sidi Mohamed, c'est la solitude, l'isolement, l'uzla. Donc Sidi Mohamed ressent l'isolement et la solitude. Grâce à la boîte, il se sentira moins seul et moins triste. Pour les thèmes traités, donc les sujets évoqués dans la boîte à merveilles, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez d'abord la solitude, vous avez la famille, vous avez la religion, vous avez les traditions, vous avez l'enseignement, la superstition et ainsi de suite. Voilà. Donc les lieux décrits, au fréquenté. Vous avez Dar Chouafa, en haut la maison de la voyante. Vous avez l'Omsid, ou ce qu'on appelle l'école coranique. Vous avez le bain mort, le hammam. Vous avez la maison de la Daïcha, la Qissaria, les ruelles, la Médina, le souk des bijoutiers, le mausolée, et donc le mausolée ou le sanctuaire, la même chose. Et on dit aussi le marabout. Donc ce sont tous des synonymes. Vous avez la ville du récit, c'est la vieille, donc pardon, il y a un i qui manque ici, donc l'ancienne ville de Fès ou la vieille ville de Fès. Le prénom du père et son métier c'est Abdeslam, Malem Abdeslam, et son père c'est un Tisserand, donc Tisserand c'est parmi les métiers traditionnels, ou on tisse, le verbe tisser, ça vient du verbe tisser, on tisse des tapis, on tisse des djellabas traditionnels, bien sûr de manière, donc manuellement, en utilisant les mains, ça veut dire on n'utilise pas certes, on utilise une machine, mais c'est une machine qui est simple, bien sûr, qui ne fait pas partie des machines modernes qu'on a aujourd'hui. Donc, l'événement perturbateur, ça veut dire la chronologie du récit était perturbée, était modifiée par un élément. C'est quoi? C'est la ruine
du père. L'iflas, le père, Malab Islam, qui a perdu son capital dans le souk. Le capital Ras al-Mal. Donc, il a perdu son capital dans le souk des Hayy. Vous avez le dinoumo. Ça veut dire l'événement qui va, on va dire, qui va provoquer ou qui est grâce à lui, on va revenir à notre vie calme, tranquille et ainsi de suite. Donc c'est le retour du père et la réouverture de la boîte à merveille par Sidi Mohammed, bien sûr. Sidi Mohammed aime sa boîte à merveille, il partage avec elle ses moments de joie et de tristesse. Vous avez les caractéristiques du personnage principal. Il est seul, ça vient du nom solitude. Il est triste, ça vient du nom tristesse. Et capable d'inventer des univers fantastiques. Sidi Mohammed aime tout ce qui est fantastique, tout ce qui est invisible. Sidi Mohammed est obsédé par tout ce qui est fantastique, tout ce qui est visible. Il est différent des autres enfants de son âge. Les champs lexicaux dominant dans le texte, vous avez le champ lexical de la magie, surtout chez la voyante Kenza. Vous avez le désespoir, bien sûr, surtout lorsqu'on parle par exemple du départ du père qui a provoqué le désespoir, c'est le contraire de l'espoir chez Sidi Mohammed. L'horreur, la peur, et ainsi de suite, donc c'est un degré de peur. Vous avez la solitude, vous avez la violence, vous avez l'impureté et ainsi de suite. La violence, on parle bien sûr de la violence exercée par la mère et par le frère. Donc, très bien. Donc, merci de votre attention. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et merci encore une fois.